Maître Yaramossi Saolomo pour M. Blaise Goumou. Je vous remercie très sincèrement, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole pour présenter mes plaidoiries dans cette affaire. Monsieur le Président, le plan de mon travail, de mes plaidoiries, vous allez dire, va d'abord consister à parler de Blaise Goum, de sa personnalité, pour vous dire qui est M. Blaise Goum, qui est cet officier supérieur de la gendarmerie nationale, dont on essaie de l'autre côté de le rendre rouge comme le cramoisi, alors qu'il est blanc comme la neige. Donc je vais parler de son parcours, de ses formations, de ses expériences professionnelles et bien entendu de sa moralité. Ensuite, je parlerai des faits. Quand je parle des faits, c'est la version réelle des faits malicieusement dénaturés par le parquet. Donc je parlerai de sa version réelle des faits et je parlerai également, en tout cas, des dépositions, pas de tous les témoins, mais des témoins qui m'intéressent, nous en discuterons. Et aussi, je parlerai de certaines pièces du dossier. Je m'intéresserai à la fameuse ou prétendue photo de M. Blaise Goum. Je parlerai de la photo de Moto. Et concernant toujours les pièces du dossier, je parlerai du rapport de la commission d'enquête internationale. Je parlerai également de ce courrier, de ce fameux courrier qui a été, en tout cas cette lettre-réponse, qui a été communiquée par le parquet, qui provient de l'actuel directeur du centre de formation de Caléa. Et bien entendu, je vais répliquer aux plaidoiries de mes confrères des partis civils, en tout cas les points concernant mon client, le colonel Blaise Goum. Et je répliquerai également aux réquisitions du ministère public. Ah oui. Et je parlerai enfin de la non-imputabilité des faits poursuivis au colonel Blaise. Sur ce,
je procéderai au résumé de mes plaidoiries. Bien entendu, ce n'est pas un exposé que je suis venu faire, ni une dissertation juridique. Ce sont plutôt les différents points à développer dans mes plaidoiries. Mais bien avant, Monsieur le Président, comme l'ont fait mes prédécesseurs, j'aimerais d'abord, Monsieur le Président, honorables assesseurs, avant d'entamer mes plaidoiries proprement dites dans cette affaire, j'aimerais, avec votre permission, rendre grâce à Dieu. Ah oui, au commencement Dieu, à la fin Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc, j'aimerais d'abord rendre grâce à Dieu, le Dieu de tout don parfait, de toute grâce excellente, le Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation, d'avoir maintenu tous les acteurs ou intervenants dans ce procès emblématique, en bonne santé, depuis l'ouverture des débats jusqu'à cette phase cruciale des plaidoiries et réquisitions. Ma prière, Monsieur le Président, ma prière pour vous est que ce souverain juge de toute l'humanité, ce Dieu omniprésent, ce Dieu omniscient, ce Dieu omnipotent, ce Dieu qui voit la fourmi noire sur la pierre noire dans la nuit noire, ce Dieu qui était présent le 28 septembre 2009, ce Dieu qui a été témoin oculaire des événements du 28 septembre 2009, ce Dieu qui nous a suivis tout au long des débats et qui a les yeux fixés sur nous à l'instant T. C'est Dieu qui aura également les regards fixés sur vous, Monsieur le Président, honorables assesseurs, dans votre lieu secret, quand vous allez vous retirer pour délibérer. Ce souverain juge qui vous a délégué une portion de son pouvoir vous inspire et vous guide à dire le droit dans cette affaire. Je réitère mes condoléances les plus attristées à toutes les familles de nos compatriotes qui ont trouvé la mort dans ces événements du 28 septembre 2009. J'adresse particulièrement mes sincères condoléances les plus émues à mon distingué confrère Ouri Bayeloba, que j'appelle respectueusement grand frère, lequel a perdu son jeune frère dans les 10 événements. Que le Dieu de toute bonté et de toute consolation console et guérisse les cœurs brisés. Toute ma compassion aux victimes blessées qui ont subi des séquelles. Mes vifs remerciements à Monsieur le Président, à vous, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, pour votre patience, votre sagesse et votre sérénité remarquable. Mes chaleureux remerciements à son Excellence, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, président du CNRD, chef de l'État et chef suprême des armées, et
à son ministre, son ex-ministre, M. Alphonse Charles Wright, pour son sens élevé de justice et sa bonne volonté manifestée par l'organisation de ce procès emblématique. Je remercie également nos partenaires techniques, dont le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, représenté par le confrère Éric Sémien du barreau de Côte d'Ivoire, pour le renforcement de nos capacités professionnelles par l'organisation de 2 sessions de formation à Koya et à Kindia. Je remercie très respectueusement les bâtonniers Zibri Kouyaté, Mamadou Diop Soirée pour leurs conseils et leurs interventions en faveur des avocats intervenant dans ce procès. Mes remerciements vont à l'endroit de M. le bâtonnier Dina Sampil, sous le magistère duquel j'ai été admis au CAPA et prêté serment le 30 novembre 2012. Qu'il en soit vivement remercié. Je remercie humblement mes éminents professeurs, Maître Amidou Bari, qui a été mon professeur de droit civil, le bâtonnier Mohamed Traoré, qui a été mon professeur de droit social, Maître Lancinet Silla, qui a été mon professeur de procédure pénale et qui a été le président du jury de ma soutenance. J'exprime ma profonde gratitude au talentueux confrère Maître Zamoussa Sovogui, qui a été successivement mon professeur de droit pénal général, mon chef de département en droit privé et mon directeur de mémoire. Oui, Maître Sovogui, dans la profession, vous êtes un modèle, une référence pour moi. Quand je constituais mes dossiers pour être candidat au master en propriété intellectuelle à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui a son siège à Yaoundé, au Cameroun, il était question que dans le dossier de candidature, je puisse joindre en tout cas au dossier 2 lettres de recommandation de mes supérieurs hiérarchiques. Quand j'ai vu, je me suis assis et j'ai dit, mais qui sont mes supérieurs hiérarchiques? J'ai pensé au bâtonnier Zibri Kouyaté, étant mon bâtonnier. J'ai dit que je vais le voir pour qu'il puisse me délivrer une recommandation. Et je me suis dit, puisque M. Sovogui a été mon chef de département, il a été mon directeur de mémoire, je peux aussi demander qu'il puisse me recommander. Et je suis allé voir le bâtonnier Zibri Kouyaté du Mons. Il m'a délivré la première lettre de recommandation. Je le remercie vivement. Je suis allé voir M. Zamoussa Sovogui. Il m'a aussi délivré une lettre de recommandation. Et c'est grâce à ces 2 lettres de recommandation que le 4 octobre 2019, à 7 heures, j'étais au cabinet. J'ai été appelé par le secrétariat de l'OAPI pour me dire, c'est vous, M. Saoulomou? J'ai dit oui. Que félicitations, votre candidature au master en droit de la propriété intellectuelle a été retenue avec une bourse qui vous a été accordée par l'OAPI. C'est grâce à Maître Sovogui et au bâtonnier Zibri Kouyaté. Je les remercie très sincèrement. C'est grâce à eux que j'ai eu cette bourse et j'ai pu me déplacer jusqu'à Yaoundé et j'ai pu avoir le master en propriété intellectuelle dans la spécialité droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies. Et c'est grâce à eux que j'ai pu continuer jusqu'à avoir le titre de conseil en propriété industrielle. Je les remercie très sincèrement.
Monsieur le Président, toujours dans les remerciements, je remercie infiniment mes distingués confrères et consoeurs des deux bords, partie civile et défense, notamment mes confrères de la promotion CAPA 2012, dont je suis fier d'appartenir pour leur participation active et leur professionnalisme dans ce procès historique. Il s'agit nommément de mes confrères Pépé Antoine Lama, Hassan Kaba, Mamadi Doumbouya, l'ancêtre roi Doumbouya de la Défense, de mes confrères Bernard Sadissi Milimono, Gilbert Tongo Kamara, Mbombi Mara, et de mes deux consoeurs Swadou Haribo et Alimatou Kamara de la partie civile. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, c'est le lieu et le moment opportun de rendre un hommage mérité à mon maître de stage, Feu Antoine Damas Sagno, qui m'avait reçu pour la première fois dans son cabinet le 10 août 2009 sous une forte pluie battante à Almamia ici, lequel, par sa sagesse, sa générosité, oui, je reste très reconnaissant et il est et demeure une source d'inspiration pour moi dans l'exercice de cette noble profession. Que le Seigneur continue de consoler la veuve Guido Antoinette Loua et ses 6 enfants orphelins de père. J'aimerais également remercier, malgré nous n'avons pas la même vision, nous n'avons pas, en tout cas, la même manière de voir et de concevoir les choses dans cette affaire, dans cette procédure. Je remercie sincèrement Monsieur le procureur et ses 2 substituts, pour qui j'ai un respect très profond. Je vous remercie. Je ne saurais épuiser cette phase des remerciements sans exprimer ma profonde reconnaissance à celle que j'appelle affectueusement ma côte, celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair, la maman de mes 4 gosses, mon épouse, Madame Saouloumou, née Marie Bamba, qui me suit présentement d'Abidjan, où elle séjourne pour son amour, sa fidélité et son soutien moral, matériel et financier inépuisable pour moi. C'est le problème. Pourquoi vraiment cette particularité? La Bible dit dans le livre des Proverbes, Proverbe 18, verset 22, que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Elle est pour moi une grâce excellente. Je la remercie très vivement. Monsieur le Président, bien avant de faire l'exposé sommaire de la version réelle des faits sciemment dénaturés par le ministère public et de démontrer l'inexistence d'éléments matériels tendant à établir la culpabilité du colonel Blaise Goum, j'aimerais d'abord vous présenter cet homme. Qui est le colonel Blaise Goum? Cet officier sur qui l'accusateur, le parquet, tente malicieusement de jeter l'anathème ou le discrédit à tout prix. Quelles sont ses compétences ou expériences professionnelles et quelle est sa moralité, Monsieur le Président? Monsieur Blaise Goum, cet officier de la gendarmerie nationale, est né le 12 janvier 1972 à Zérékoré. Après ses études primaires et secondaires à Zérékoré, il fut orienté à la faculté des sciences de la nature à l'université
Silut Nyerere de Cancan, où il obtint son diplôme de maîtrise en 1992, avant d'être recruté dans l'armée en 1993. Après sa formation commune de base au centre d'instruction d'infanterie de Zérekore et de Kindia, M. Blaise Goum est admis à l'École nationale des gendarmeries de Sonfonia en 1994 suite à un concours d'accès à la dite école. En 1995, il obtint son certificat d'aptitude professionnelle CAP, puis son diplôme d'officier de police judiciaire en 1998. En 2003, suite à un concours national, il est admis au cours d'officier à l'école militaire interarmée EMIA pour y sortir avec le grade de sous-lieutenant, cette section d'infanterie au combat en 2006. Entre 2007 et 2008, M. Blaise Goum est admis au cours d'application des officiers de gendarmerie à vocation régionale à l'école des gendarmeries de Ouakam à Dakar, au Sénégal. Après l'obtention de ce diplôme, il est promu au grade de lieutenant plein, puis successivement capitaine et commandant en 2010. En 2010, il est admis à l'Académie internationale d'application des lois à Gaborone, au Botswana, portant sur les thèmes la gestion d'une scène de crimes, les crimes organisés, la lutte contre la drogue, la sécurité des frontières, lutte contre le blanchiment de capitaux, dépistage des fausses monnaies, etc. En 2011, il est admis au cours de formation des futurs commandants d'unité pour y sortir avec le grade de lieutenant-colonel. En 2015, il est admis au cours de magistrature militaire à l'école de la gendarmerie de Sonfonia. En 2018, il est admis à l'école d'état-major de Libreville, au Gabon, pour devenir par la suite colonel. C'est pour vous dire que tous les diplômes, tous les grades que le colonel a obtenus, il les a mérités suite à un concours, une formation en la matière. Cet officier dispose alors de tous les diplômes nécessaires depuis le certificat d'aptitude professionnelle CAP jusqu'au diplôme d'état-major en passant par le diplôme de magistrat militaire. Parlant de ses compétences, ces diplômes obtenus par cet officier de la gendarmerie nationale lui confèrent des compétences dans l'exercice des fonctions, comme il le disait ici à cette barre, dans l'exercice des fonctions de la police judiciaire, la police administrative, la police militaire et de magistrats militaires. Parlant de ses expériences professionnelles, 1998-2003, Blaise est officier de police judiciaire à l'escadron gendarmerie mobile numéro 2 d'Amdalaï. 2009-2010, officier de police judiciaire à la compagnie de la gendarmerie territoriale de Koubia. 2011-2014, conseiller du haut commandant de la gendarmerie nationale chargé du contrôle de l'exercice de la police judiciaire dans toutes les unités de la gendarmerie nationale. 2012, directeur de stage du cours de formation des commandants d'unités de gendarmerie. 2013, directeur de stage des techniciens en identification criminelle. 2014, directeur de stage du cours de perfectionnement des officiers de gendarmerie. Voilà les formations et expériences professionnelles de ce digne fils. Par rapport à sa moralité, ses vertus morales, nous y reviendrons. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, sur les faits, sur la version réelle des faits, par une note de service numéro 107, en date du 16 mars 2009,
23 officiers gendarmes avaient été officiellement mis à la disposition du secrétariat d'État chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Et parmi ces officiers, ces 23 officiers gendarmes qui avaient été choisis sur des critères de compétences, d'expérience professionnelle et de probité morale, figurent les colonels Ibrahim Kamara dit Kalonzo, Farimba Kamara, Sori Kondé et le colonel Blaise Goum. Pour ne citer que cela. Ceci d'immense. Conformément à sa mission régalienne d'alors, le secrétariat d'État chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le grand banditisme planifiait chaque jour 3 groupes de services de sécurité par l'organe de M. Wowo Weyamou qui était chargé à la planification. Et le premier groupe était composé des agents chargés des patrouilles diurnes et nocturnes en vue d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens par la recherche des bandits et des trafiquants de drogue, notamment les narcotrafiquants. Et pendant toujours ce premier groupe, pendant les manifestations, ce premier groupe accomplissait une mission d'encadrement des manifestants en se mettant à l'arrière-plan pour éviter l'infiltration des bandits et le pillage des magasins ou boutiques de commerce. Et je vais faire une précision sur ce point. Ce premier groupe, qui était chargé des opérations de patrouille diurne et nocturne, et qui accomplissait une mission d'encadrement des manifestations, avait surtout un rôle dissuasif et préventif. Parce que la présence seulement des services spéciaux d'alors dans une manifestation suffisait pour que les bandits puissent vraiment s'écarter du mouvement. Dès qu'ils les voyaient, les hommes en body noir sont là, donc le terrain est miné. Dès qu'ils les voyaient, chacun cherchait en tout cas la tangente. Donc c'était un rôle dissuasif et préventif. Monsieur le Président, le deuxième groupe effectuait la garde à l'unité pour la sécurité du personnel du bloc administratif et des personnes interpellées pour des fins d'enquête judiciaire. C'était le rôle du deuxième groupe. Et le troisième groupe d'agents, qui était appelé dans leur jargon piquet monté sur place, était chargé des opérations ou missions d'intervention rapide au profit des personnes en détresse à proximité du service avant l'arrivée des éléments de la patrouille. Et au cas où les éléments de la patrouille aussi sur le terrain ont besoin des renforts, c'est ce groupe-là qui partait également en renfort. Donc, pour leur efficacité, les agents de ces 3 groupes étaient désignés chaque matin par le planificateur. C'est-à-dire que les postes ou bien les missions n'étaient pas des missions permanentes. C'est chaque matin, le planificateur affichait une liste. Et c'est sur cette liste, quand les éléments viennent, il s'approche, il regarde sur cette liste où je suis placé aujourd'hui. Est-ce que je fais partie des agents ou bien des éléments de la patrouille? Est-ce que je dois rester ici pour la sécurité? Est-ce que je dois rester au piquet? Donc, c'était par rotation comme ça. Et c'est dans cette optique, Monsieur le Président, honorables assesseurs, c'est dans cette optique que le colonel Blaise Goum et ses 2 collègues de service d'alors, en l'occurrence Sori Kondé et Farimba Kamara, étaient sortis ce jour 28 septembre, parce qu'il avait été planifié pour les opérations de patrouille diurne de ce jour. Ils étaient sortis
pour ces opérations de routine dans leur service. Et quand ils sont sortis, le colonel Blaise, lieutenant d'alors, et ses 5 éléments, composés de gendarmes stagiaires issus des écoles de formation de Sonfonia et de Caléa, en tout cas les gendarmes stagiaires de 2008. Je reviendrai dans les détails. Ils sont sortis ce jour, donc de leur siège, ils ont emprunté l'itinéraire Lambaye, Amdalaï, Bellevue, l'esplanade du stade. Et c'est en exécution de la planification de ce jour que les 3 équipes ont été déployées sur le terrain ce jour. Donc, il sert de rappeler, Monsieur le Président, le colonel Blaise et son équipe, dont je viens de décrire du moins l'itinéraire emprunté par eux, étaient allés jusqu'à l'esplanade du stade. Et c'est à l'esplanade du stade qu'ils ont remarqué, qu'ils ont vu leur ministre d'alors, le colonel Moussa Tigbro Kamara, sur la Mamba en train de sensibiliser les manifestants. Et cette sensibilisation n'a même pas pris beaucoup de temps. Comme Blaise l'a dit ici, lorsqu'un caillou avait frôlé la joue des ministres, finalement, il a quitté les lieux. Et au moment où colonel Blaise et ses éléments étaient sur le point de quitter les lieux suite à cet incident, ils ont été surpris, je dis bien surpris, de l'irruption d'un contingent de bérets rouges sur les lieux. Et dès qu'ils sont arrivés, ils ont commencé à faire des tirs de sommation en direction du stade. Et pour éviter tout affront ou incident malheureux face à ce contingent de bérets rouges armés, le colonel Blaise Goum a ordonné à ses éléments de s'embarquer pour quitter immédiatement les lieux. Parce que comme il vous l'a dit dans son PV d'interrogatoire, il a réitéré cela à cette barre que les bérets rouges, notamment la garde présidentielle, ne faisaient pas bon ménage avec les gendarmes des services spéciaux, les gendarmes et policiers des services spéciaux. Donc pour éviter tout affront, étant avec d'ailleurs des gendarmes, des élèves des gendarmes inexpérimentés, donc ils ont quitté les lieux. Et il est important, Monsieur le Président, de préciser ou de rappeler sur ce point que le colonel Blaise et ses éléments, qui étaient composés des gendarmes stagiaires, ne détenaient aucune arme, ni bâton de protection, ni bouclier, ni casque, ni garde lacrymogène. C'est ainsi qu'ils ont promptement replié à leur unité de base. Monsieur le Président, honorables assesseurs, tel est l'exposé sommaire de la version réelle des faits résultant du procès verbal d'interrogatoire du colonel Blaise Goum en date du 2 mars 2015 par devant le cabinet du pour des juges d'instruction et de son interrogatoire devant le tribunal de ce siège, cette juridiction de jugement. Et cette version réelle des faits, Monsieur le Président,
largement développé par le colonel Blaise lors de son interrogatoire par devant votre auguste tribunal, a été confirmé par ses deux anciens collègues de service dans leurs procès-verbaux de déposition des témoins. Je veux parler du colonel Farimba Kamara et du commandant Sori Kondé. À la lumière de cette version réelle des faits, nous allons démontrer que les infractions poursuivies ne sont nullement établies et imputables au colonel Blaise Goum, qui est désagréablement surpris, voire écœuré par ces accusations graves de nature à porter atteinte à son honneur, à sa dignité, à sa probité morale. Monsieur le Président, sur les chefs d'accusation, par ordonnance de requalification, de non-lieu partiel et de renvoi numéro 007/2017 du 29 décembre 2017, le colonel Blaise Goum a été renvoyé par le cours des juges d'instruction devant le tribunal criminel de ce siège pour des faits de meurtre, d'assassinat, de complicité de viol, de coups, blessures, violences volontaires, de vol à main armée. Sur les prétendus meurtres et assassinats, l'article 282 de l'ancien code pénal, le code pénal de 1998, l'article 206 et suivant du code pénal en vigueur. Monsieur le Président, nous sommes vraiment surpris de voir le colonel poursuivi pour cette infraction de meurtre. Et le meurtre, par définition, c'est un homicide volontaire. C'est le fait de donner volontairement la mort à autrui. Et si nous prenons l'assassinat, comme le disait un confrère de la défense dans ses plaidoiries, c'est le meurtre aggravé, le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens. Et la préméditation, comme la loi l'a défini, consiste dans le dessein formé avant l'action d'attenter à la vie d'une personne déterminée ou même d'une personne trouvée ou rencontrée, quand même ce dessein serait dépendant de quelques circonstances ou de quelques conditions. Alors que le guet-apens consiste à attendre plus ou moins longtemps dans un ou divers lieux un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence. Monsieur le Président, honorables assesseurs, le colonel Blaise Goum veut savoir qui sont ses victimes. C'est la première question qu'il s'est toujours posée. Qui sont ces victimes? Qui sont les prétendues victimes du colonel Blaise Goum? Autrement dit, quelles sont les identités des personnes qui seraient tuées, qui seraient volontairement tuées ou assassinées par le colonel Blaise Goum? Où sont les preuves de la prétendue méditation au guet-apens? Par quels moyens et de quelle manière le colonel Blaise Goum aurait commis ces crimes de meurtre et d'assassinat? C'est la question que nous nous posons. C'est la question que nous nous sommes toujours posée depuis l'ouverture des présents débats jusqu'à maintenant. En tout cas, aucune réponse
ne nous a été donné et par les partis civils et par le ministère public. Aucune réponse. Aucune réponse. Il a été acquis au présent débat, Monsieur le Président, qu'aucune partie civile ou victime n'a dénoncé ou nommément cité le colonel Blaise Goum comme étant le présumé meurtrier ou assassin d'un de ses parents ou proches ou connaissances ou amis. Aucune victime. En tout cas, nous avons suivi les débats du début jusqu'à la fin, au même titre que les autres parties à ce procès, que la partie civile et le ministère public le poursuivant. Aucune victime, aucune partie civile, en tout cas, n'a dénoncé nommément le colonel Blaise Goum comme étant la personne qui aurait ôté la vie à son parent. Aucune victime, même aucun témoin. Aucun témoin. Les procès-verbaux d'audition figurant dans le dossier de la présente procédure et les multiples déclarations des parties civiles devant ce tribunal en font largement foi. Vous êtes fouillé, vous êtes vérifié, vous êtes recherché dans le dossier. À un moment donné, je me suis dit, bon, peut-être que je n'arrive pas à voir clairement, parce que moi, quand un client me confie un dossier, quand un client me constitue dans un dossier, je cherche d'abord à vérifier le dossier, à compulser les pièces du dossier, avant même de dire quoi que ce soit ou de discuter avec lui. Je veux voir d'abord quels sont les éléments du dossier. Est-ce que ces éléments, est-ce qu'il y a des pièces à conviction contre lui ou bien des pièces à conviction à sa décharge? J'ai compulsé ce dossier, j'ai vérifié ce dossier. Je n'ai rien trouvé, Monsieur le Président. J'ai même confié le dossier à mon assistant. Je lui ai dit de bien vouloir vérifier lui aussi à son tour. Il a procédé à la même vérification, aux mêmes opérations de recherche RAS. Je me suis dit, d'accord, les débats vont nous édifier. Les débats vont nous édifier. Comme nous avons plusieurs parties civiles, certainement, ils viendront dire ce que le colonel a fait dans cette affaire. Et nous sommes venus ici, depuis l'ouverture des débats, jusqu'à cette phase, aucune victime, aucun témoin n'a dénoncé le colonel Blaise. Mieux, Monsieur le Président, l'accusateur ou le poursuivant, en l'occurrence le ministère public, n'a rapporté aucune preuve matérielle pour soutenir ces accusations articulées contre le colonel Blaise. En tout cas, ces accusations de meurtre et d'assassinat alléguées contre M. Blaise Goum. Aucune preuve. Il a été également acquis au présent débat, Monsieur le Président, que ce jour 28 septembre 2009, le colonel Blaise Goum et ses éléments ne détenaient ni armes à feu, ni armes conventionnelles, ni le moindre bâton de protection. Et comme je vous l'ai dit, en parlant des trois services
au groupe de service qui était planifié chaque jour. Certes, ils vont dire, mais étant à la recette des grands bandits, comment lui peut sortir sans être muni d'armes, ni d'armes à feu, ni d'armes conventionnelles, ni bâtons de protection. Je vous ai dit que les opérations de la patrouille diurne, c'était à but dissuasif. La présence physique seulement de quelques éléments des services spéciaux lors d'une manifestation dissuadait. Même s'il y avait des bandits qui avaient planifié une quelconque opération, dès qu'ils voyaient les services spéciaux, ils prenaient la tangente. Et c'était ce rôle dissuasif qu'ils étaient sortis jouer ce jour, 28 septembre 2009. Monsieur le Président. Depuis l'ouverture des débats jusqu'à cette phase des plaidoiries et réquisitions, Monsieur le Président, en passant par l'étape de la production et de la discussion des éléments de preuve, le ministère public n'a produit l'arme qui aurait été utilisée par le colonel Blaise et qui comporterait son empreinte digitale. Aucun résultat d'un examen balistique. Quel est alors l'acte matériel que Blaise a commis ce jour-là? Quelles sont ses victimes? Leur identité au moins? Ça n'existe pas. Non seulement dans le dossier de la procédure, mais au présent débat, personne, côté partie civile, côté témoin, personne n'a dénoncé le colonel Blaise Goum. Personne n'a déclaré avoir vu le colonel Blaise Goum avec une arme en train de tirer sur la foule de manifestants ou bien en train de poignarder un quelconque manifestant au stade. Personne. Mais comment Blaise a tué? Comment? Ce sont des allégations fortuites. En réalité, Monsieur le Président, les infractions d'assassinat et de meurtre poursuivies par le ministère public ne sont pas établies à l'égard du colonel Blaise Goum. L'éducation, les vertus morales et religieuses du colonel Blaise, ainsi que sa formation professionnelle, dont je viens d'annoncer les grandes lignes, notamment sa qualité d'officier de police judiciaire, et la confiance qu'il a toujours méritée de ses supérieurs hiérarchiques et collègues de promotion, ne lui permettent pas d'ôter la vie à son prochain. Jamais. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire, Monsieur le Président. De par sa formation professionnelle, son éducation, le colonel Blaise Goum a été et demeure toujours un officier modèle et exemplaire, protecteur des droits humains, dont la mission régalienne a été de constater les infractions à la loi pénale, de rassembler les preuves, les éléments de preuve, et de mettre les présumés auteurs à la disposition des juridictions compétentes pour y être jugés conformément à la loi. En cette qualité, Monsieur le Président, le colonel Blaise ne peut se permettre de donner volontairement la mort à son semblable ou préméditer le meurtre de qui que ce soit. Rien. Rien, Monsieur le Président. D'où il échait de constater son innocence et de l'acquitter de ces deux chefs d'accusation. Je n'ai même pas besoin de rentrer dans les autres éléments. Dès lors que l'élément matériel manque, on ne parlera même pas des autres éléments. Élément matériel, aucun élément matériel.
aucune preuve d'un acte matériel que Blaise aurait commis pour porter atteinte à l'intégrité physique ou ôter la vie à qui que ce soit. Monsieur le Président. Monsieur le Président, on poursuit le colonel Blaise Goum de prétendue complicité de viol. Article 321, Code pénal de 1998 et 268 et suivant du nouveau Code pénal en vigueur. On le poursuit de complicité de viol, ce qui est curieux. Complicité de viol. Il est complice de qui? Il a toujours clamé. Il dit, mais maître, je suis complice de qui? Qui est le présumé violeur? À qui j'aurais apporté mon secours ou mon assistance? On va vous interrompre.